et bienvenue dans ces plateaux spéciaux. Je suis Africa Mujinga. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes là, nous avons conçu cette émission pour accompagner justement la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin, qui est une campagne de projet PADMPM, projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Ces projets sont mis en œuvre grâce à ONIFAM et la Banque mondiale. L'objectif de cette émission est de sensibiliser la population, surtout les femmes, les jeunes, sur les lois qui promouvent l'entrepreneuriat féminin. Vous voyez derrière moi, il y a le message que nous portons, le message de sensibilisation, 5 messages, c'est-à-dire nous avons le message sur le code de la famille, nous avons le message sur le code du travail, nous avons le message sur la violence dans le milieu entrepreneurial, nous avons également les messages sur le guichet unique création d'entreprise et aussi sur OADA, l'amélioration des climats des affaires. Alors, pour ce faire, nous nous sommes entretenus avec les entrepreneurs et bénéficiaires de quelques projets de ONIFAM ici à Lubumbashi et ils nous ont expliqué comment ça marche ici à Lubumbashi, l'entrepreneuriat féminin, les difficultés rencontrées aussi. Y a-t-il une facilité pour créer son propre entreprise? Est-ce que les hommes intègrent facilement la création d'une entreprise par une femme? Alors, nous allons démarrer la série des interviews avec Madame Aimée Magnon, qui est la présidente FEC de Lubumbashi, avec elle nous nous sommes entretenus par rapport à l'entrepreneuriat féminin ici à Lubumbashi. Elle a aussi martelé sur l'amélioration des climats des affaires. Suivez. Ça marche très fort parce que vous savez, je prends juste d'abord la ville de Lubumbashi, qui est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de femmes. Elles représentent vraiment plus de la moitié de la population et elles sont très actives dans l'entrepreneuriat. Elles sont présentes dans tous les domaines, les secteurs d'activité. Elles sont dans les petits commerces, elles sont dans les commerces généraux, elles sont dans les commerces transfrontaliers, elles sont dans les mines, elles sont dans l'agriculture, dans l'agro-transformation et ça marche très très bien. Elles sont présentes et très actives. Les femmes, comme vous le savez, elles ont beaucoup de défis dans tous les domaines, non seulement dans l'entrepreneuriat, même celles qui sont en politique, celles qui sont dans les différents domaines, elles ont des défis, des gros défis. Mais moi, je vais me limiter aux femmes entrepreneurs, parce que c'est dans ces contextes-là que nous sommes en train de parler. Elles ont beaucoup de problèmes. D'abord, le premier défi que j'appelle aussi problème, c'est d'abord au niveau d'abord de l'accès aux opportunités. Les femmes veulent travailler, elles y vont comme ça parce qu'elles ont un besoin de subsistance. Elles sont aussi co-responsables dans la gestion de leur ménage et elles ont des faibles moyens. Elles ont des grandes idées, des grandes ambitions, mais elles manquent assez de moyens pour pouvoir bien développer leurs activités. Donc l'accès aux opportunités, c'est un problème. L'accès au crédit, au financement, ça aussi, ça pose problème. Les banques commerciales, les institutions de microfinance exigent des gages, des garanties pour permettre à une femme d'avoir le crédit. Mais on sait bien que la femme n'a pas beaucoup de moyens parce que la loi ne l'a pas favorisée. Même si aujourd'hui, il y a des articles qui sont en train de sauter dans le code de la famille, notamment l'article qui consacre maintenant la suppression de l'autorisation maritale, qui considérait la femme comme un être mineur qui n'avait pas le droit de pouvoir contracter un crédit, de créer une entreprise, d'ester en justice. Ça, c'est en train d'être sauté. Mais entre-temps, ça a pris du retard dans l'évolution de la femme. Ce qui fait que la femme n'a pas eu le temps de se constituer des gros moyens pour pouvoir donner une garantie, une caution dans une banque, même si elle a l'idée de créer une entreprise pour avoir du crédit. Ça, c'est le deuxième problème. Il y a aussi les problèmes d'accès à l'information. Très peu de femmes s'adonnent à la recherche de l'information. Elles sont très peu qui recherchent les informations. Et avec cet outil informatique qui est à la mode, beaucoup n'ont pas cette maîtrise et donc il y a beaucoup d'opportunités qui passent à côté et les femmes n'ont pas des informations, elles n'ont pas la connaissance. Et ça joue vraiment très négativement sur l'évolution de leurs activités. Comment ça se passe? Il y a des lois qui favorisent, il y a des projets que le gouvernement met en place en faveur des femmes, mais parce qu'elles n'ont pas ce souci, ce côté-là de chercher l'information, eh bien ça passe et elles n'en ont pas, elles continuent de se plaindre. Et il y a aussi cet aspect
du statut de la femme. Elle est mariée et il y a très peu des hommes qui acceptent que leurs femmes puissent travailler. Même quel que soit les niveaux, le domaine, les secteurs d'activité, il y a des femmes qui retiennent captives leurs femmes. Ils ne veulent pas que les femmes aillent de l'avant. Donc vous allez rencontrer une femme qui a la force, qui a l'ambition, qui a vraiment cette volonté de travailler, mais parce qu'elle tient à son statut de mariée, ce qui est tout à fait normal et que j'encourage, mais elle n'y arrive pas parce que l'homme ne l'accompagne pas, l'homme n'accepte pas, l'homme ne croit pas en la capacité de la femme. Et au-delà de tout ça, il faut ajouter aussi la multiplicité des taxes. L'ignorance des textes fait que les femmes sont exposées à payer beaucoup de taxes, peut-être qui ne cadrent même pas avec leur secteur d'activité. Parce que d'un côté, elles n'ont pas l'information, mais de l'autre, il y a ce manque d'assainissement de ces régimes fiscaux que nous avons qui pèsent beaucoup plus sur les femmes. D'abord, au départ, il a des maigres moyens et aussi, il y a cette lourde imposition des taxes qui pèsent. Et c'est autour de tout ça, il faut aussi considérer aussi ces formes de violence dans l'accès aux opportunités où il y a les hommes qui sont en train de faire violence aux femmes parce qu'on considère que lorsqu'on est dans le monde des affaires, on ne parle pas sexe a priori et on n'a pas l'autorité sur toute femme parce qu'on est homme. Quand on est entrepreneur, qu'on soit homme, dès qu'on se retrouve devant un homme ou une femme, on doit regarder comme étant devant une partenaire. Mais on ne peut pas considérer une femme entrepreneur comme sa femme qu'on a laissée à la maison ou la considérer de la sorte. C'est aussi une forme de violence à laquelle les femmes sont vraiment soumises, qui les empêche de bien évoluer dans les milieux professionnels. C'est simple, je dis toujours et je le répète, les défis qu'elles ont aussi, c'est ce fait-là de demeurer dans les secteurs informels, de ne pas chercher à se formaliser. Moi, j'appelle aux femmes et aux jeunes à formaliser leurs activités. C'est vraiment une manière de se protéger, une manière de grandir, une manière de crédibiliser même ce qu'on est en train de faire. Donc moi j'invite les femmes à aller vers les guichets uniques de création d'entreprise, de créer. Et au niveau du guichet unique de création d'entreprise, il y a plusieurs statuts. Ça dépend, en fait, on ne demande pas beaucoup d'argent. Ce que moi j'ai remarqué dans mon parcours en tant qu'entrepreneur, coach et formatrice, les femmes ont peur d'aller vers l'État. Ils ont peur d'aller vers le formel parce qu'ils se disent l'État va vous connaître, il va commencer à vous imposer des taxes, et les services vont vous déranger et vous n'aurez pas la possibilité de vous développer, de réaliser plus de bénéfices. Donc tout ce que vous allez gagner, ça va revenir à l'État et vous ne gagnerez rien. Mais moi je dis au niveau du guichet unique, on vous informe sur votre statut. Et il y a plusieurs statuts en fonction du chiffre d'affaires. Ça peut être une femme qui fait le beignet. C'est une petite activité, mais qui génère quand même des bénéfices. Il y a les statuts d'entreprenant que vous pouvez avoir. Mais à une grande échelle ou à une échelle un peu supérieure, vous avez les statuts des établissements. Et bon, maintenant là, c'est en train d'évoluer. Vous avez une entreprise unipersonnelle. Vous pouvez aller migrer vers des sociétés avec... comment on dit, des personnes, donc vous pouvez vous associer. Donc il y a plusieurs statuts qu'on peut vous présenter selon votre chiffre d'affaires au niveau du guichet unique de création d'entreprise qui vous permet de formaliser vos activités, de sécuriser vos investissements et d'espérer avoir des ouvertures au niveau même national et international. Surtout à l'heure où le gouvernement est en train de mettre en place des programmes d'accompagnement des femmes. Et donc la condition, c'est d'être formel. Être formel, ça veut dire payer même une patente, avoir un numéro où vous enregistrez, un registre de commerce et de crédit immobilier, un numéro d'identification nationale et au besoin un numéro impôt. À toutes les femmes qui entreprennent, quel que soit leur domaine, quel que soit leur chiffre d'affaires, je commence par les féliciter. Donc je vous félicite, vous les femmes entrepreneurs, parce que vous êtes des battantes, vous êtes des femmes qui savez ce que vous voulez. Et je vais vous demander juste de persévérer. Et c'est un monde où on est en train, moi je dis souvent, et nous sommes en train de continuer
la lutte continue. Là où on arrive, ce n'est qu'une étape, mais il y a encore une étape beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus grande qui nous attend. Si nous persévérons et nous continuons, nous y arriverons. Mais aux femmes, de pouvoir chercher à s'informer. Il faut vous informer. Et si vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Cherchez les textes de loi qui régissent votre domaine d'activité. Tous ceux qui concourent au développement de votre activité en tant que femme, il faut vous informer. Au deuxième niveau, je demande que les femmes se forment. Le monde actuel, c'est un monde compétitif et vous devez vous rendre compétitive. Lorsque vous vous formez, vous devenez professionnel. Vous avez des compétences et vous pouvez bien vous défendre dans votre domaine. Et troisièmement, il faut vous réseauter. Les femmes doivent apprendre à travailler en réseau. Le monde est ouvert aujourd'hui. Nous sommes dans un village planétaire. Tout ce que nous faisons, les autres le font aussi. Comment nous pouvons nous améliorer si nous n'avons pas une ouverture sur les autres, si nous n'allons pas vers les autres, si nous ne nous intéressons pas à ce que les autres font. Et même pour accéder aux différentes opportunités, il faut faire un poids. Et un poids, on le fait lorsqu'on est ensemble. Et je crois que si nous arrivons à faire ne fût-ce que ces trois choses, s'informer, se former et se mettre en réseau, nous serons plus fortes et on parlera plus des femmes dans tous les milieux et nous allons changer l'histoire de notre pays. L'information, la formation, les réseautages sont importants dans une campagne de dissémination. C'est ce que nous dit M. Kakel Mboumba, qui est coach dans l'entrepreneuriat. Suivez. Et, par rapport à l'entrepreneuriat, déjà, je dois vous dire que premièrement, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle mentalité, c'est un nouveau concept. Nous sommes dans un écosystème ou un secteur où il est très rare de voir déjà au départ cette initiative de penser entrepreneuriat, vu que le système éducationnel n'a pas facilité ça, l'esprit de création d'entreprise ne fait pas partie de notre cursus de formation. De deux, vous avez également la mentalité locale où nous sommes par exemple dans une zone minière. Dans cette zone minière, il y a beaucoup plus un esprit administratif avec la GECAMINE, la SNCC. Beaucoup sont plus focalisés vers des professions élitistes, donc économistes, médecins, ingénieurs des mines. Et ce qui fait que l'entrepreneuriat a été une grande bataille. Ça fait presque 15 ans qu'on se bat pour ça, puisque la grâce a fait qu'avec plusieurs voyages, plusieurs déplacements, on a su comprendre qu'il y avait cette opportunité à saisir. Et on s'est beaucoup engagé avec des associations locales, via des formations, pour qu'on soit témoin au fil du temps de l'évolution de l'écosystème. Et on est aujourd'hui quand même assez content de constater qu'il y a une certaine évolution où de plus en plus les jeunes ou les femmes et autres populations comprennent qu'à un moment donné, il faut penser à créer des entreprises. C'est une façon de pérenniser des acquis économiques. Nous avons des femmes parfois retraitées qui comprennent qu'elles ne peuvent plus que vivre de leur retraite et elles se disent pourquoi est-ce que je ne peux pas créer quelque chose. Et parfois, cette conscientisation vient beaucoup plus à travers les organisations, les associations et les plateformes. Et de plus en plus, il y a cette dynamique qui est en train de croître progressivement pour que les gens comprennent. Mais il y a encore un grand travail parce que, comme je l'ai dit, on ne change pas la mentalité des gens du jour au lendemain. Mais au moins, il y a déjà cette volonté. Et aussi, les mouvements des populations, on constate aussi qu'il y a des compatriotes qui viennent des autres zones que le Katanga et ils amènent des nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire qui aussi inspirent et orientent des gens localement à comprendre qu'il faut parfois aussi s'autoprendre en charge et entreprendre. Je crois que l'une des manières que nous devons exploiter, c'est premièrement faciliter l'accès à l'information à ces femmes-là. Et cette information peut être véhiculée de plusieurs manières. Nous avons, selon leur niveau d'éducation, des campagnes qui se font, qui peuvent aussi se faire. Nous avons également parfois des formations mobiles dans le sens où il y a des campagnes qui se font pour vulgariser par exemple les notions liées à l'éducation financière ou avec des mégaphones, même si elles sont dans des marchés au niveau de ce qu'on dit parfois chez nous ici, marchés pirates, vendant sur les avenues, elles comprennent l'importance de se lancer dans l'épargne, faire un budget et ça incite en elles aussi après ce côté de formalisation. Donc je crois qu'en tant qu'accompagnateur, de plus en plus, nous avons besoin d'avoir des associations plus engagées à aller sur le terrain qui vont vraiment faciliter l'accès à l'information
Parce que si elles comprennent pourquoi c'est important de se formaliser, ça leur sort de cette ignorance et de parfois cette réticence où on se dit, voilà, le fait d'aller se présenter face à l'État congolais, ça va demander à ce que nous puissions être traqués pour des taxes et tout le reste. Il y a parfois cette appréhension-là, mais de plus en plus, c'est important que aussi les femmes qui ont quand même pu atteindre un certain niveau puissent aussi prendre le temps de coacher ou soit de mentorer ces autres femmes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cet aspect d'appartenance. Nous faisons aussi un effort de plus en plus pour que, effectivement, les femmes qui ont réussi puissent aussi prendre le temps d'être coach ou mentor de ces femmes-là afin de les convaincre de pouvoir aussi se formaliser. Puisque nous sommes dans une société où les gens aussi voient le modèle de l'autre, ce que l'autre a pu faire par rapport à son évolution pour arriver à là où la personne se retrouve. Et donc, c'est important qu'on ait aussi des modèles économiques positifs qui peuvent témoigner et convaincre ces femmes-là de se dire que voilà, se formaliser est positif. Et par exemple, je donne le cas de certains projets que nous avons connus au niveau du pays, où vous avez constaté que le fait d'avoir mis à disposition des subventions pour les entrepreneurs, en conditionnant cela par la formalisation, ça a même incité beaucoup de femmes à quitter l'informel vers le formel. Et ça, c'est un exemple pratique pour montrer que quand on met des bons appâts, on peut facilement convaincre ce changement de perspective. Par rapport à la culture, il est d'abord évident que beaucoup plus, la plupart de ces femmes voient d'abord l'aspect culturel et religieux avant de voir l'aspect légal. Alors, ce qui fait qu'il faut les aider progressivement à comprendre aussi l'avantage derrière cet aspect de loi pour ne pas créer des tensions ou parfois des incompréhensions. Nous avons certaines femmes qui, bien sûr, ont présenté des difficultés pour faire comprendre l'intérêt d'engager leurs hommes à accepter qu'elles travaillent, mais parfois pour la paix sociale, elles ont accepté de se rétracter pour que ça ne crée pas de tensions dans le foyer. Alors, l'une des approches aussi a été laquelle, depuis par exemple novembre jusqu'en janvier 2022, novembre 2021, il y a eu des formations particulièrement orientées couple. C'est-à-dire que vous formez les femmes, mais vous faites aussi un effort de pouvoir inviter les maris. Bien qu'ils sont parfois très occupés, bien qu'ils ont beaucoup à faire, mais quand ils viennent, ils participent, ils comprennent mieux parfois les projets de leurs femmes parce que parfois au foyer, ils n'ont peut-être pas le temps d'écouter en profondeur la vision que la femme a par rapport à son projet. Mais lorsque vous avez des formations orientées couple, vous constatez quand même que petit à petit, les hommes aussi ont tendance à s'intéresser au projet de leur femme et parfois même à s'impliquer pour pouvoir arriver à les aider à réussir. Nous avons une femme par exemple qui avait même témoigné au mois de mars pour dire que mon mari ne s'intéressait jamais à mon business des beurres d'arachide. Moi, je produisais des beurres d'arachide, mais jamais il ne s'est impliqué. Mais lorsqu'on a fait la formation ensemble, il s'est impliqué pour commencer aussi à aller vers ses amis avec mes beurres d'arachide pour écouler et il m'amène l'argent à la fin de la journée. Donc, c'est aussi ces approches qu'on essaie de faire pour qu'il y ait la paix sociale afin qu'il n'y ait pas des frictions lorsque parfois la femme peut s'imposer pour dire que la loi dit ça, mais que par exemple, si l'homme n'est pas d'accord, ça devient des difficultés. Donc, il y a ces équilibres-là qu'on amène, mais on a aussi compris qu'il faut nécessairement, même dans cette approche, impliquer aussi les hommes de façon à ce qu'ils comprennent pourquoi c'est important, impérieux de laisser aussi nos femmes travailler parce qu'elles contribuent également à l'économie et surtout qu'elles sont la majorité. Donc, c'est une effectivement forme d'avantage économique pour notre nation en général. Je crois que premièrement, comme vous le dites, d'abord, il faudrait aussi que ceux qui décident au niveau législatif, c'est-à-dire par exemple les députés provinciaux, aussi soient formés et impliqués avec leurs édits provinciaux. Les édits provinciaux peuvent les permettre également de pouvoir porter certaines lois qui vont être à l'avantage effectivement de cette dissémination des textes, aussi cette imprégnation de ce qu'on recherche en termes de changement dans la société. Également, surtout, il faudrait qu'il y ait vraiment un lien permanent entre les associations professionnelles parce que je suis convaincu que toutes ces femmes ici ne sont pas toujours
à l'aise d'aller ou ne peuvent pas être accompagnés individuellement, une par une, pour base. Mais quand il y a des associations qui portent leur doléance en passant par les législateurs, ça va créer cette chaîne pour que même lorsque les lois sont votées, les associations aussi se rassurent de faire en sorte que, effectivement, les lois sont appliquées. Parce que quand les lois peuvent quand bien même être votées, mais ce changement doit être accompagné en fonction de la loi. La loi doit être appliquée. Qui va appliquer cette loi? C'est cette population qui en a besoin ou qui en bénéficie. D'où, je crois aussi, surtout, les associations professionnelles des femmes entrepreneurs sont vraiment appelées à jouer un grand rôle d'engagement avec toute une chaîne, toute une maille des coachs, mentors, formateurs pour vraiment se rassurer que lorsque les lois sont prises après avoir travaillé avec les députés en amont et que même en aval, il y ait un suivi dans l'application pour constater les changements au quotidien afin de voir comment répondre et remédier parfois peut-être à des insuffisances quelconques ou à une application sur base peut-être de la culture, sur base peut-être de la mentalité. Et je crois vraiment, moi je vois que les associations sont vraiment au centre pour être ce relais entre les concernés, les femmes entrepreneurs et les législateurs et les autres partenaires XY, de manière à se rassurer que ce qu'on décide apporte vraiment un impact positif. Merci beaucoup, je suis très d'accord avec ça parce que généralement avec nos entrepreneurs, nous les conseillons d'être dans une perspective d'abord d'intégrer la culture de l'information. C'est-à-dire on doit être informé de ce que dit notre loi, de ce que dit notre législation. Lorsque vous êtes entreprise qui existe par rapport à votre forme juridique, établissement, société, quelles sont vos obligations? Lorsque vous décidez d'engager quelqu'un, vous devez vous informer pour savoir quel est son niveau d'études et par rapport à ça, vous le classifiez dans la catégorie professionnelle appropriée pour fixer un salaire selon ce que la loi dit. Puisque parfois, nous constatons des salaires qui sont fixés de façon assez libérale alors que c'est la loi qui le dit. Donc, nous avons un sérieux défi et nous le faisons au quotidien. C'est pourquoi moi-même, en tant que coach, j'encourage toujours les entrepreneurs à adhérer à des associations. Vous ne pouvez pas être entrepreneur isolé, tout seul, à côté, alors que c'est à travers les associations qu'on vous permet d'avoir accès à l'information pour comprendre que voilà, lorsque voilà ce que dit la loi, le code du travail, qu'est-ce qu'il dit sur les droits du travailleur et les obligations du travailleur, et aussi de la formation. C'est-à-dire les entrepreneurs doivent continuellement se former parce que le monde est dynamique, les lois peuvent changer du jour au lendemain. Donc, via les formations, on arrive à comprendre parfois les nouveaux aspects à appliquer. Padam Peme, le coup de pouce à l'entrepreneuriat. Vous l'avez suivi, vraiment, c'est vraiment un coup de pouce parce que Madame Solange Elvira a bénéficié de bien fondés des Padam Peme. Alors, il y a un problème. À combien coûte la création d'une entreprise? Pourquoi est-ce que les gens se plaignent pour créer leurs entreprises? Est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème d'ignorance? Eh bien, Monsieur de guichet unique, création d'entreprise, antenne de Lubumbashi, Monsieur Francis Kalala nous explique comment faire, que faire, quoi payer pour créer son entreprise. Eh ben, par rapport à l'intégration des femmes entrepreneurs, oui, il y a des femmes entrepreneurs qui viennent créer. Mais sauf toujours, il y a un problème aussi, il faudrait encore de campagnes, comme vous l'avez bien si dit. Donc, il faudrait encore faire une forte campagne. Mais néanmoins, il y a des femmes qui viennent créer leur entreprise, personnes physiques comme personnes morales. Elles viennent, mais ce n'est pas vraiment un grand nombre par rapport aux hommes. En gros, voilà comment ça se présente. C'est pas s'il faudrait qu'on explique la procédure, comment les femmes viennent créer. Pour une femme commerçante, comme vous le savez bien, depuis un certain temps, la femme mariée, je prends l'exemple type d'une femme mariée, la femme mariée n'a plus droit, elle ne peut plus demander l'autorisation auprès de son mari pour venir créer une entreprise, personne physique commerçante. Donc actuellement, la femme vient seule, sans pour autant n'exige plus l'autorisation maritale. Donc cela étant, on demande sa pièce d'identité. Un contrat de bail commercial où la femme va louer son local, où elle va exercer des activités commerciales. Et si elle est propriétaire d'un local, dans ce cas-là, l'on demande l'un document attestant qu'elle est propriétaire, à l'occurrence un certificat d'enregistrement. Et si au besoin il n'y a pas de certificat d'enregistrement, on recourt au
anciens documents, parfois les livrer, parfois, parce que vous savez bien, certaines personnes n'ont pas pu faire la conversion et changer leur titre de propriété. Après les titres de propriété, l'on demande l'extrait du casier judiciaire qui atteste que la personne n'est pas frappée d'une certaine incompatibilité ou bien la personne n'a jamais été condamnée. Et si la personne n'a pas l'extrait du casier judiciaire, la loi a prévu la déclaration sur l'honneur que nous remettons aux opérateurs économiques. Elle est gratuite et on remplace cela, on complète. À part la déclaration sur une demande écrite que l'on adresse et le coût c'est l'équivalent de 30 $ plus les frais bancaires. Et là vous créez votre entreprise personne physique et on vous remet le RCCM, l'identification nationale, le numéro d'impôt, le numéro d'affiliation à l'Institut national de préparation professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et puis à la fin, vous aurez tous les documents, on vous remet dans les 3 jours. Ça c'est pour une personne physique commerçante. Et pour une société, ou bien une personne physique morale, une société plutôt. Et là, pour créer une société, la loi exige à ce que ça peut être créé par une ou plusieurs personnes. Et je prends plus les types des sociétés qui se créent, plus les sociétés des personnes, les sociétés à responsabilité limitée, à l'occurrence la société par action simplifiée, la société à responsabilité limitée et puis la société anonyme. Et là, la loi dit on peut créer une ou plusieurs personnes. Et souvent, quand il s'agit d'une femme, elle peut venir seule et le constituer sa société. Donc, elle apporte les statuts. Et si elle dit qu'elle n'a pas de statut, comme vous savez bien, le guichet unique, c'est un service de facilitation. C'est dans les cas de l'amélioration du climat des affaires qu'on a institué les guichets uniques. Ainsi, nous mettons sur notre site le modèle type des sociétés, www.guichetunique.cd. Lorsque vous y entrez, vous allez trouver le modèle type des statuts. Et du coup, lorsque vous entrez sur notre site, vous avez le modèle type des statuts, vous imprimez carrément, vous complétez, et puis vous nous amenez les statuts, une preuve de libération du capital social, la déclaration de souscription des versements qui est signée par les associés, bien l'associé unique. À défaut, nous avons aussi la pièce d'identité de l'organe de la personne qui va représenter la société. Si c'est une SRL, c'est les gérants. Si nous sommes dans une société par action simplifiée, ça sera la présidente. Si nous sommes dans une société anonyme, ça sera soit les DG ou bien l'administrateur général. Et puis, on aura besoin de leur spécimen des signatures. Cela voudrait dire l'organe représentant la personne doit compléter le spécimen des signatures. Et puis aussi, l'on demande aussi qu'on apporte la pièce d'identité, la déclaration sur honneur, et puis une demande écrite et le format électronique de vos statuts. Et le coût est de l'équivalent de 80 $ plus les frais bancaires. Et dans les 3 jours, vous créez votre société. On vous remet les RCCM, le statut notarié. Vous avez aussi le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro d'affiliation à l'Institut national de préparation professionnelle. Vous avez le numéro d'affiliation à l'Office national de l'emploi. Vous avez aussi le numéro d'identification nationale et l'on vous remet les documents. Vous savez bien, parfois, lorsque on doit concilier la réalité, la théorie et la réalité, parfois ce sont des personnes qui n'ont jamais fréquenté le guichet unique. Comme je l'ai dit précédemment, le guichet unique a été mis en place dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. C'est dans le cadre où, parce que les gens ont décrié les anciennes pratiques, parce que les gens en souffraient péniblement. C'est ainsi même notre DG a toujours dit le parcours de combattant. Donc à ce jour, la création d'entreprise n'est plus un parcours de combattant. Autrement, je dirais, ce n'est plus un chemin de la croix. Parce que c'est une réalité, vous pouvez palper du doigt. Soit ces personnes s'adressent aux mauvaises personnes. Je pense qu'il y a en entrant, peut-être qu'il y a un roll-up que nous mettons toujours à la disposition de toute personne qui voudrait s'enquérir. Et vous savez bien, nous sommes là, nous veillons sur le bon fonctionnement et des mises en place qui ont été mises en place par l'État congolais. Donc l'amélioration du climat des affaires. Donc s'il faudrait répondre à cette question, je dirais que c'est faux et archi faux. Parce que via des notes, il y a des gens, parfois vous adressez à des mauvaises personnes. C'est ça les combles. Souvent on a peur du bureau de l'État, mais ne craignez plus le bureau de l'État parce que le bureau de l'État, comme dit en droit administratif, nous sommes dans les services généraux. Ne craignez pas, venez et vous allez créer votre entreprise avec 30 $. Les mamans, venez,
n'hésitez pas. Je pense, comme dit la Bible, mon peuple périt par faute des connaissances. Et je pense qu'à ce stade, il faudrait qu'on fasse une forte campagne de sensibilisation. Par les médias, sur terrain, des spots, informer à nos mamans, à nos grandes sœurs, à nos petites sœurs, à nos grandes mères, qu'elles peuvent aussi exercer, elles peuvent aussi faire des activités commerciales, comme ces grandes dames que nous voyons de partout ailleurs et réaliser leurs grands rêves. Comme disait le président de la République, nous ferons des millionnaires congolais. Et pourquoi pas les dames, que nous sommes des millionnaires, pas seulement les hommes. Donc, il est grand temps que nous fassions une forte campagne, surtout à tous les niveaux. Je pense que vous êtes sur terrain, vous-même vous allez les constater réellement si on respecte ou pas, mais je ne serai pas juge en même temps parti. Mais néanmoins, je vous dis, la direction générale, elle veille sur cela. Le respect et la parité, on respecte en tout cas. Je pense que vous allez palper du doigt de vous-même étant donné que vous êtes sur place. Je vous remercie. Nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat de jeunes également, les startups, tout ce qui va avec. Alors, nous sommes entretenus avec une bénéficiaire. Elle est bénéficiaire des COPA. Elle est en même temps sensibilisatrice. Elle a fait vraiment un travail en amont sur la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit de Madame Solange Elvira. Avec elle, nous nous sommes entretenus et elle nous a donné suffisamment de raisons pour lesquelles il faut absolument entreprendre pour gagner sa vie. Suivez. Bon, premièrement, je suis membre du comité de plaidoyer en faveur de femmes entrepreneurs avec ONU Femmes. Nous avons eu à sensibiliser aussi d'autres femmes, donc entrepreneurs comme nous. Étant aussi entrepreneurs, vraiment, ça nous a vraiment touchés parce que ces femmes sont confrontées à plusieurs difficultés. Entre autres, il y a plusieurs violences, donc ces femmes restent encore ignorantes. Ils ne savent pas, il y a des choses qu'elles ne savent pas vraiment. Donc, ça les a vraiment aidées et je sais que avec le temps, nous allons plus adapter. Donc, nous allons plus sensibiliser ces femmes. Bon, la matière première, comme je vous avais dit, nous avons notre ferme Eberaka, qui est située dans le groupement Shindaika, à 13 km de la ville de Lubumbashi. Nous avons mis en place un projet ADAP, qui est une association pour le développement de l'agriculture et la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, dans ADAP, nous fournissons des semences aux femmes et aux jeunes du village Kikwanda. Nous leur fournissons des semences et nous, en tant qu'entreprise, nous venons acheter la production pour transformer cette production jusqu'à arriver à avoir un produit fini. Je pense que ces femmes doivent être vraiment sensibilisées, ils doivent être vraiment formées. Il faut qu'ils sachent l'importance d'avoir ces documents, qu'elles sachent vraiment pourquoi avoir ces documents. Parce que depuis que j'ai mes documents, j'ai quand même postulé au concours de plan d'affaires. Je suis parmi les bénéficiaires de jeunes COPA. Donc jusque-là, nous sommes en train d'attendre parce que comme vous le voyez, nous travaillons à petite échelle. Nous manquons de matériel nécessaire pour augmenter notre capacité de production et arriver à un chiffre d'affaires qu'on s'est fixé comme objectif. Donc, avec le COPA, nous serons quand même capables de produire plus et arriver à satisfaire notre demande et le besoin de consommateurs. Il faut donner la chance aussi aux femmes parce que, en tout cas, si vous voyez
en tant que femme, on peut faire mieux, on peut faire plus, et surtout quand on a cette volonté. En tout cas, je peux suggérer à tous ces hommes-là qui doutent encore de la capacité de leurs femmes de donner la chance à ces femmes, et ils verront que ces femmes sont capables de faire quelque chose de plus et être utiles à elles-mêmes et surtout à la société et au ménage aussi. Lors de la sensibilisation, la première loi disait que entreprendre et travailler, c'est maintenant possible pour la femme mariée car la loi l'autorise. Donc, maintenant, actuellement, la loi a autorisé aussi à la femme de travailler. Bien sûr, il faut aussi l'autorisation. Bon, elle peut quand même dialoguer avec son mari parce que moi, en tant que femme, je ne peux pas non plus faire le bras de fer avec mon mari pour lui dire non, je vais travailler, pourtant il n'est pas d'accord. Je dois quand même lui demander aussi la permission, mais entre-temps, je dois aussi lui montrer l'importance de tout ce que je fais et l'importance de tout ce que je fais dans le ménage aussi. Ouais, d'abord sur le plan social, notre projet ici contribue d'abord à l'augmentation des revenus des producteurs locaux parce que la matière première est produite localement ici et nos emballages ici sont produits aussi par un jeune entrepreneur aussi. Nos emballages, comme vous les voyez, ce sont des emballages biodégradables et qui contribuent aussi à la lutte contre la pollution, le réchauffement climatique parce que nous avons constaté aussi que la matière plastique contribue à la pollution de l'environnement. C'est pourquoi nous voulons produire des épices avec nos emballages qui sont produits localement aussi pour encourager aussi l'entrepreneuriat local. Et notre projet aussi contribue aussi à la création de l'emploi parce que nous travaillons avec des membres, donc nous avons jusque-là nous avons 5 membres permanents et au niveau de la production, nous sommes même à 20 membres qui sont là pour la production. Donc pour nous, c'est quelque chose de bon et nous nous sentons fiers parce que au moins nous contribuons aussi au développement aussi de notre pays. Vous avez suivi, jeunes, femmes, entrepreneurs, quitter vraiment l'état informel pour formaliser vos structures. Ça va vous sécuriser, ça va vous protéger et vous serez protégé par la loi. Parce que si vous évoluez dans l'informel, vous n'êtes pas protégé. Alors, il est grand temps d'aller vous faire enregistrer au guichet unique création d'entreprise pour être sécurisé. C'est vraiment important. La toute dernière intervenante, il s'agit d'une femme entrepreneur, Madame Evelyne Mouelou, qui est gérante de femmes et bien-être. Elle est dans l'agro-pastoral, dans la transformation des farines. Elle nous explique les difficultés rencontrées dans ces métiers, et quelques avantages aussi, et comment est-ce que les hommes ont tendance à se méfier de la réussite des femmes. Suivez. Ok, c'est un établissement qui travaille dans la production de la farine de manioc. Alors nous travaillons avec une spécialité, c'est la farine de manioc traitée par usage. C'est vraiment pour le foufou. Alors nous le faisons depuis 2017. Nous avons commencé avec l'agriculture et puis nous avons amélioré en disant nous n'allons pas faire seulement l'agriculture et s'arrêter là. Il fallait aussi passer à la transformation. Alors dans la transformation, nous avons pensé à améliorer la présentation des produits agricoles locaux sur le marché. Alors le produit que nous avons choisi, c'était le manioc parce que près de 96 ménages ici à Lubumbashi consomment de manioc, la farine de manioc. Donc chaque jour au moins dans un foyer, ici chez nous à Lubumbashi, quelqu'un consomme le manioc, soit en foufou
et soit naturellement comme ça et tout ça. C'est comme ça que nous avons pris ce produit. Il est très mal présenté sur le marché. On ne tient pas compte de sa conservation, des intempéries, parce qu'il n'est pas emballé, on le vend dans des grands bassins et tout ça, et ça reste comme ça à l'air libre toute la journée. Raison pour laquelle nous, femmes bien-être, nous avons dit, nous pouvons commencer par ce produit, améliorer son emballage, sa présentation sur le marché, et le tester même, faire des analyses avec l'OCC ou le CRA pour que notre produit soit certifié et qu'il réponde aux besoins des consommateurs. Vous allez vous étonner. Nous avons vu que plus de 50% trouvent que c'est normal de vendre de la farine sans être emballée, la farine de manioc. Alors que d'autres, les 50 autres qui restent, trouvent que si on emballe, donc ils ne sont même pas en train d'exiger, si on emballe, ils vont consommer, ils vont aimer de consommer ça comme ça. C'est comme ça qu'on s'est lancé, dans le souci aussi de sensibiliser la population, de comprendre qu'il est important d'emballer ce produit, de le présenter comme le font tous les autres produits sur les autres cieux, pour que la population soit protégée et consomme un produit sain et surtout qu'il est bio. En fait, il y a beaucoup de femmes qui font l'entrepreneuriat. D'autres sans le savoir, parce que quand on lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» dit « Non, je ne fais rien. Je ne travaille pas. » On dit « Je ne travaille pas. » Tu travailles ou dit « Non, je ne travaille pas. » C'est un terme qui montre que quand on dit qu'on travaille, ça veut dire qu'il faut travailler pour les autres. On n'est pas dans une entreprise, alors que ce qu'on développe, c'est une société, c'est une entreprise. Et souvent, on est dans l'informel. Et c'est pourquoi on considère ça comme bon, on ne travaille pas. Mais vous allez entendre un terme comme si c'était pas normal, alors que je travaille déjà. Alors ça, c'est déjà une difficulté si on ne sait pas comprendre que l'entrepreneuriat, c'est du génie, c'est de commencer quelque chose soi-même. Et les petites entreprises, ou on peut dire les micro-entreprises, emploient beaucoup de personnes par rapport aux grandes entreprises. Quand vous regardez autour du marché, toutes ces femmes qui sont là-bas emploient un personnel qu'on ne sait pas identifier parce qu'on travaille dans l'informel. Et tous ces gens qui travaillent autour de ces petites entreprises, ces restaurants et tout ça, ils prennent une grande partie de la main-d'œuvre, mais qui reste dans l'informel. Alors pour moi aujourd'hui, je trouve qu'il est temps de valoriser ces petites entreprises parce qu'ils nourrissent des familles. Même si c'est 5 000 francs par jour, mais il y a quelqu'un qui touche ces 5 000 francs et qui peut aller résoudre quelques problèmes chez lui. Donc nous devons arriver aujourd'hui à rendre toutes ces entreprises formelles. Alors pour les rendre formelles, parce que tout le monde fuit les taxes, se décourage et il n'y a pas un appui continuel. On peut commencer aujourd'hui, demain on ne vient pas, le lendemain on vient, tout ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, on change. Ce qu'on faisait, c'était plus bon, alors que l'entrepreneuriat ici pour les femmes n'est pas encadré et on ne sait pas les chercher là où elles sont pour leur montrer qu'il est important aujourd'hui de se faire connaître et de valoriser ce qu'elles sont en train de faire. D'abord, c'est que les services publics qui sont ici chez nous doivent aller jusqu'à ces petites entreprises et parler de leurs services, de l'avantage de ce qu'ils font et que ces femmes comprennent. Souvent, on a vu des visites de ces services, mais ils ne viennent pas en amis, ils viennent en soldats ou en bourreaux. Raison pour laquelle plusieurs préfèrent rester dans l'informel et refuser de se faire connaître. L'autre chose, c'est de diminuer les frais. Il y en a beaucoup. Quand je regarde, ce sont celles qui sont au centre-ville et celles qui ont osé mettre même des petites maisons avec un peu d'écriteaux là-bas.
elles sont plus attaquées. Dans le domaine de l'agriculture, là, personne ne les cherche. Ça veut dire quand on est au champ, quand on est où, les gens qui pensent que quand elle a un champ, donc elle n'a pas besoin d'avoir des documents. Elle travaille sans documents parce que bon, dans le champ, il n'y a personne qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va faire ses cultures, soit les clients vont acheter au champ, soit elle doit les ramener au centre-ville. Il y a beaucoup d'informations qui échappent à notre gouvernement ou à l'État et cela empêche de connaître qui fait quoi, qui produit quoi et au même moment, la personne se plaît. Quand on n'a plus de moyens pour continuer à travailler, on ne sait même pas où aller chercher l'appui pour ne pas tomber. L'autre chose aussi, c'est que plusieurs travaillent avec leurs fonds propres. Et dans leurs fonds-là, quand avec ce qu'on connaît comme dévaluation et tout ça, dès que ça chute, on ne sait même pas à quelle institution toquer pour avoir d'autres financements. Nous avons les banques, mais les banques ne pratiquent pas beaucoup, n'ont pas, je peux dire, n'arrivent pas à satisfaire le besoin de la population. Les taux d'intérêt sont élevés, le système bancaire lui-même travaille presque soi-même, hein? C'est comme s'il n'y a pas une réglementation. Quand vous avez des taux d'au-delà de 15%, imaginez pour un petit commerce, comment la personne va s'en sortir. Nous avons les services de l'État qui donnent aussi des fonds, mais souvent ne sont pas vulgarisés. Et quand ils sont là, ils travaillent pour les grandes entreprises. Comment allons-nous sortir de la petite entreprise à la grande entreprise? On reste avec les mêmes grandes entreprises qui ne recrutent presque pas, plus même, parce que quand quelqu'un y va, c'est pour 30 ans de carrière, 40, 50 ans. Et alors les jeunes qui arrivent, ils se réfugient dans ces petites, ces micro-entreprises et avec des salaires maigres. Et par conséquent, l'économie du pays n'avance pas. Donc, ici au Katanga, on connaît les grandes entreprises. Tout le monde rêvait de travailler. Mais ce n'est plus le moment de rêver de travailler à la GECAMIN, à la SNCC ou dans les entreprises minières, chez les grands pétroliers. Maintenant, les gens pensent qu'on n'a plus de choix. On ne va plus travailler. Et même quand on crée ce qu'on veut faire, il n'y a pas l'appui du gouvernement. Pour moi, c'était facile parce que c'est mon mari qui a même encouragé que je puisse travailler. Ma mère était un peu réticente parce que le premier emploi que j'ai eu, c'était pour travailler dans la lutte contre le VIH. Et tout le monde à l'époque craignait. Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est d'aller vulgariser l'utilisation des préservatifs, la sensibilisation pour que les gens... Alors, les parents ne comprenaient pas, ne trouvaient pas que c'était une bonne chose. Ils se sont référés à mon fiancé à l'époque. Il a dit non, il n'y a pas de problème, elle peut travailler. Et depuis lors, ça m'a propulsée. Et aujourd'hui, j'ai quitté de l'employé. Maintenant, je suis employeur. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup dans le développement de ma carrière. Alors pour les autres, non seulement pour les autres femmes, mais aussi pour les entreprises. Pour les autres et les entreprises, c'est difficile. Il y a des femmes qui ont des difficultés. Tu peux commencer, tu es petite, le petit rien que tu fais à côté de la maison, là c'est bien. L'homme se rassure que tu es à la maison, tu travailles, en entre-temps, tu regardes le foyer. Dès que ça commence à grandir, il faut beaucoup de négociations pour la femme avec son mari, afin de le convaincre, même s'il faut faire des voyages, je vais aller, je vais rentrer, et tout va se passer convenablement. Pour les entreprises, c'est encore un problème. Je donne un cas. Aujourd'hui, pour avoir un crédit à la banque, on vous exige l'autorisation maritale. J'en ai discuté avec plusieurs banques, là où je suis affiliée, et même les microfinances. J'ai discuté, j'ai dit ce n'est pas correct. Parce que vous n'allez pas laisser une femme capable de tenir aussi son foyer ou de contribuer significativement à son foyer et de lui dire tu n'auras pas un crédit parce qu'il faut que ton mari signe.
Mais si je ne suis pas encore arrivée à convaincre mon mari dans ce que je fais, vous voyez que c'est déjà un blocage, c'est déjà un frein. Donc les banques n'ont pas peut-être encore compris, mais ils vont vous dire, même si c'est ton mari qui venait, je vais lui demander aussi de signer. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la femme soit capable de faire des choses, et des grandes choses, en toute liberté. Alors pour les autres entreprises, pour avoir une promotion, pour avoir, je ne sais pas, une prime ou quoi, on pense toujours d'abord à l'homme et la femme, ça sera après. Mais moi, je travaillais dans une organisation internationale où j'ai été promue sans tenir compte que je suis une femme. Et ça, c'était aussi des choses qui m'ont propulsée. Actuellement, je pense qu'il est temps de faire beaucoup de sensibilisation autour de la femme, autour de l'homme aussi. Parce que le problème, c'est l'homme. La femme est là, elle est capable. Mais il y a aussi cette femme qui se dit, non, ça, c'est pas mon travail, c'est le travail des hommes. Est-ce que vous pouvez diriger? Aujourd'hui, on a dit, la Banque mondiale donne des frais et des fonds aux femmes non remboursables pour ouvrir des entreprises. On a entendu des femmes dire, diriger les hommes, et diriger un personnel, je ne saurais pas, au moins travailler moi-même comme je travaille ici, j'emploie quelqu'un pour 2-3 secondes et puis il est parti, mais diriger. Alors aujourd'hui, l'éducation de la femme, à la base, doit lui donner ses capacités de savoir qu'elle est capable de faire des grandes choses et de diriger, de promouvoir même les hommes et de faire grandir des familles. C'est comme ça que je pense aussi, et que les entreprises qui sont gérées par les hommes, de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que les femmes peuvent aussi faire des choses incroyables dans leur société. Moi, je pense que la femme est à côté du gouvernement. Aujourd'hui, on parle du genre, mais on n'en parle pas jusqu'à réveiller cette femme qui dort, cette femme qui ne pense pas être capable de faire beaucoup de choses. Le gouvernement doit continuer les sensibilisations et ajouter dans le cursus de l'école, surtout de la femme, qu'elle doit être formée pour se sentir capable de prendre des décisions et de travailler elle-même. Et la femme elle-même, quand elle a cet enseignement, quand elle est suivie de près, encouragée, elle va aussi changer son comportement, elle va accepter de faire des choses et de prendre l'élan, de ne pas rester distraite et croire qu'elle doit rester et que c'est l'homme qui doit faire le tout. Donc cette femme de ménage vraiment doit comprendre que même elle est capable d'aller plus loin. Et là, c'est vraiment l'implication du gouvernement. Le gouvernement doit vraiment appuyer ce point et améliorer peut-être la communication pour que la femme prenne l'élan et se prenne aussi en charge sa famille et tous les autres. C'en est fini pour ces plateaux spéciaux à Lubumbashi. C'est dans le cadre de la campagne de dissémination des textes et des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Et nous portons les 5 messages. Il s'agit de messages sur le code du travail, le code de famille, la violence sexuelle en milieu entrepreneurial, sur guichet unique OADA. Alors, il s'agit d'entreprendre et travailler. C'est possible pour la femme mariée car la loi l'autorise. Et aussi le code du travail. Entrepreneurs, respectez les droits des travailleurs et travailleuses que vous recrutez. Nous avons également la loi sur les violences sexuelles. Nous dénonçons le harcèlement sexuel en milieu entrepreneurial. Et également un message pour guichet unique création d'entreprise. Vous avez entendu M. Francis Kalala de guichet unique création d'entreprise. Nous disons femmes, jeunes, pour sécuriser et garantir vos affaires, enregistrer votre entreprise à moindre coût et en peu de temps au guichet unique création d'entreprise. Et pour finir, OADA, amélioration des climats des affaires, femmes et jeunes, vous pouvez sortir de l'informel en créant une entreprise individuelle. Oui, c'est possible pour une femme et pour un jeune. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.